Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement de la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture qui s'est tenue au Palais du Peuple. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Madagascar, le cyclone Tchenezo fait des milliers de sinistres. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le ministre de la Justice chargé des Affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Bahdon, a reçu ce matin dans son cabinet le sous-ministre du ministère de la Justice de la Turquie, M. Yacoub Mogul. Le sous-ministre du ministère de la Justice est à Djibouti pour une visite de travail de 48 heures. Les deux ministres ont évoqué les liens privilégiés et les relations fructueuses entre les deux pays frères, notamment dans le domaine de la justice. Les deux parties ont signé, rappelons-le, un mémorandum d'entente concernant sur l'affaire de la justice entre les deux parties. Cette rencontre a vu la participation du procureur de la République, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Maki Omar, et du côté de la Turquie, l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti. Évoquer les liens privilégiés et les relations fructueuses entre les deux pays frères, notamment dans le domaine de la justice. Les deux parties ont signé un mémorandum d'entente concernant sur l'affaire de la justice entre les deux parties. Éducation cette fois-ci, où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douala Saïd Mahmoud, ont conjointement présidé ce matin une réunion de concertation pour la mise en place d'un plan d'action annuel conjoint. La rencontre s'est déroulée au siège du MENFOP avec la participation du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, des hauts cadres du MENFOP et l'équipe technique de l'ANPH. La rencontre visait à présenter les grands axes et plans d'action découlant de la stratégie nationale de la scolarisation des enfants à besoins spéciaux. Les officiels et les participants ont suivi des présentations sur la stratégie nationale d'éducation des enfants à besoins spéciaux. Il faut dire que les chiffres sont encourageants à cet égard. Les discussions ont permis de revoir les rôles et les responsabilités dans la mise en œuvre de la stratégie et de son plan d'action. Pour rappel, le MENFOP dispose d'un centre spécialisé qui met en œuvre des outils didactiques avec des pédagogies adaptées et des matériels adéquats, la bonne conduite des formations. Le MENFOP s'est engagé dans un partenariat avec le ministère cubain de l'Éducation et de la Formation pour la mise à disposition des pédagogues cubains spécialisés dans la prise en charge éducative des ERBC qui vont élaborer un curricula adapté et assurer par la même occasion la formation des formateurs du MENFOP. Eh bien, le directeur général de l'ANPH, M. Douala Saïd Mahmoud, a souligné que la mise en commun des efforts sur la scolarisation du plus grand nombre, sinon l'ensemble des enfants, a besoins spéciaux. Et à ce titre, il a fortement insisté sur la mise en synergie des efforts pour la scolarisation universelle des enfants à l'horizon 2025. De son côté, le ministre a pour sa part rappelé que la prise en charge des enfants à besoins spéciaux était une priorité du MENFOP. J'ai provoqué cette réunion pour que nous puissions expliquer un peu déjà à la MPH la stratégie. Parce qu'il y a une stratégie qui a été mise et cette stratégie, ce n'est pas uniquement le ministère qui l'a élaborée, il l'a fait avec les équipes techniques de l'agence. Mais il est très important de voir un peu où est-ce que nous en sommes par rapport au plan, parce qu'il y a un plan qui suit ces stratégies, et de voir à ce moment-là quelle est la partie qui va incomber à l'agence
et la partie, bien sûr, qui va directement concerner par le ministère de l'Éducation. Ce matin, donc, va réellement débuter la collaboration mutuelle sur le suivi de la mise en œuvre de la stratégie pour la prise en charge des enfants à besoins spéciaux. Nous avons des élèves à besoins spéciaux dans nos établissements, mais également nous avons un centre d'éducation spécialisé pour les enfants qui présentent des handicaps lourds. Mais maintenant, comme l'a très bien dit également Doualé, il ne suffit pas d'avoir juste les locaux et les élèves, mais bien sûr, il faut non seulement toute la pédagogie qu'il faut pour enseigner, mais également tous les outils didactiques, les matériels, mais également, on sait que ces enfants ont un besoin supplémentaire par rapport à des enfants ordinaires. Donc, l'infrastructure elle-même, il faut qu'elle soit une infrastructure adaptée, mais également la pédagogie, les outils utilisés, les manuels utilisés. Pour nous qui sommes très pressés, parce que nous avons un agenda, nous avons un rendez-vous en 2025. Et ce rendez-vous, c'est la déclaration de l'éducation primaire universelle. C'est-à-dire tous les enfants, sans exception, tous les enfants vivant sur le sol djiboutien, que ce soit un enfant handicapé, que ce soit un enfant ordinaire, que ce soit un enfant réfugié ou un enfant, bien sûr, non djiboutien, doit avoir la scolarisation. Et ça, c'est un défi que le ministère s'est donné. Et donc, nous ne voudrions pas rater ce rendez-vous en 2025. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie dimanche en vue d'examiner les projets de loi numéro 197, 198 et 199 de l'année 2023 de la 8e législature portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne des routes pour l'exercice 2019, 2020 et 2021. Cette réunion, qui a vu la participation des parlementaires membres et autres commissions, s'est déroulée sous la conduite du président de la commission des finances, le député Charmak Moussa Aré. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'équipement et des infrastructures, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et le directeur général de l'agence, M. Souban Sirit. Après une discussion et échange, les commissaires ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers subventionnés pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. La ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a pris part ce matin à la cérémonie d'ouverture de la 42e réunion du Conseil des ministres des Affaires sociales des pays arabes qui s'est tenue le 25 et 26 janvier 2023 à Doha, au Qatar. Le 42e réunion du Conseil des ministres des Affaires sociales des pays arabes était axée sur les droits des handicapés et la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle, conformément au plan d'action du développement durable 2020-2030, sous les auspices du Cheikh Khalid bin Khalifa Al Thani, Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar. Les travaux de cette 42e session ont été présidés par la ministre du Développement social et de la Famille de l'État du Qatar, Mme Mariam bin Ali bin Al Nasser. La ministre Houloufa Ismaël Abdo était accompagnée par son Excellence l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Dayib Doubet, ainsi que de Mme Flodan Moussa Ahmed et M. Eltere Mahmoud Qaïd. Retour à Djibouti, où le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé aujourd'hui un atelier de lancement de la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture au Palais du Peuple. L'événement a été dirigé par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, en présence de plusieurs personnalités, dont la représentante du PNUD, Mme Emma Ngoua, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doualé Saïd Mahmoud, et divers secrétaires généraux, conseillers techniques et directeurs. L'atelier intitulé Restitution et validation avait pour objectif de présenter et de valider la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture qui vise à promouvoir la participation des jeunes à la vie culturelle et sociale ainsi qu'à renforcer leur employabilité et leur engagement civique. Au cours de l'atelier, Mme Ngoua, représentante du PNUD, a souligné l'importance d'investir dans les jeunes en tant que moteur de développement et a insisté sur le rôle du PNUD dans le soutien de la mise en œuvre de la stratégie nationale. M. Doualé Saïd a également souligné la nécessité d'assurer l'inclusion et l'accessibilité des personnes handicapées dans la mise en œuvre de la stratégie.
L'atelier a été l'occasion pour les parties prenantes de discuter et de fournir des commentaires sur la stratégie qui sera utilisée pour guider la mise en œuvre des initiatives en faveur de la jeunesse et de la culture dans les années à venir. La stratégie vise aussi à garantir l'accès des jeunes à l'éducation, à la formation, aux activités culturelles, ainsi qu'à leur donner la possibilité de participer au processus décisionnel. Tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'écouter son homologue et nous sommes heureux d'avoir pu nous appuyer sur l'expertise nationale en appui donc à l'équipe technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture afin d'élaborer cette politique quinquennale consolidée qui vous est présentée aujourd'hui pour avis et discussion. Ces stratégies, vous le noterez, sont donc bien alignées sur la vision Djibouti 2035 du gouvernement, mais également sur la politique nationale de développement, le PND, le Djibouti ici. Et je pense que c'est l'expression, ces deux stratégies en une, c'est l'expression de mettre au centre de l'ensemble de nos actions la jeunesse. Et cette expression prend tout son sens quand on sait qu'en Afrique, on a 77% de jeunes et Djibouti n'est pas en reste puisque nous savons qu'à peu près 70% de la population à Djibouti a moins de 35 ans. Le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahmoud, a également prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance d'inclure et de garantir l'accessibilité des personnes handicapées dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture. Il a souligné les difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour accéder à l'éducation, à la formation et aux activités culturelles et pour participer au processus décisionnel. M. Doual Saïd Mahmoud n'a pas omis de souligner la nécessité de relever ces défis et de veiller à ce que la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture soit inclusive pour les personnes handicapées. Il a également salué les efforts du ministère de la Jeunesse et de la Culture et du PNUD pour inclure les perspectives des personnes handicapées dans le développement de la stratégie nationale. Il les a fortement remerciés pour leur soutien continu. A également parlé de l'importance de la collaboration entre l'Agence nationale pour les personnes handicapées et les autres parties prenantes dans la mise en œuvre de la stratégie nationale, soulignant que le travail en commun garantira l'inclusion et l'accessibilité des personnes handicapées dans tous les aspects de la stratégie. De son côté, la ministre de la Culture, Dr Hibo, a rappelé l'importance de la stratégie nationale pour le développement des jeunes à Djibouti. Elle a salué les efforts de toutes les parties prenantes impliquées dans le développement et la stratégie et a remercié le PNUD et les autres partenaires pour leur soutien. C'est un événement important qui nous réunit aujourd'hui et je tiens d'ores et déjà à saluer l'intérêt dont vous tous, représentants du ministère, des régions, des institutions de recherche publiques et privées, de la société civile, des artistes, de jeunes, des organisations onusiennes, de partenaires. Donc l'intérêt que vous manifestez de par votre participation effective à cet atelier, dont les retombées seront très importantes pour nous, comme l'a si bien dit Idriss, et qui va nous permettre de mieux nous outiller pour travailler pour l'avenir de notre jeunesse et de la culture djiboutienne. Nous attendons impatiemment vos suggestions qui vont, je n'en doute pas, concrétiser cette phase de validation de la stratégie nationale de la jeunesse et de la culture. C'est une satisfaction exceptionnelle pour tous les MJC d'avoir mené à bon port l'élaboration de cette stratégie et d'avoir atteint enfin la phase de validation. Les jeunes, forces vives de la nation, et fer de lance du développement de notre pays, ainsi que la culture dans toutes ses dimensions, traditionnelles, patrimoniales, artistiques et j'en passe, sont deux domaines dont les convergences intersectorielles sont évidentes. Et la stratégie va surtout nous permettre, c'est ça le plus grand défi de la stratégie, c'est d'accorder nos violons, de mutualiser nos moyens et surtout d'agir ensemble. Et d'ailleurs, on a commencé à travailler un petit peu sur ces stratégies, puisque le MENFOP, le travail et nous-mêmes avons transmis nos engagements communs. Il est important que notre jeunesse, force mobilisatrice de toutes nos énergies, nationales et sociétales, constituant la priorité nationale, parce qu'acteur premier du développement durable, soit ancrée dans ses valeurs culturelles qui sont les sources de nos identités. Ainsi, elle aura les atouts indispensables
pour relever le défi de demain et assumer pleinement ses obligations citoyennes. Tout à fait autre chose. La ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, accompagnée de ses proches collaborateurs, ont visité ce matin le Centre du leadership et de l'entrepreneuriat, sous son acronyme CLÉ. Selon les responsables, l'objectif ultime de cette visite a été de créer des synergies bénéfiques, d'entretenir un réseau d'échange et de partage d'informations, d'entreprendre des discussions avec le service d'incubation du CLÉ sur les travaux réalisés au cours des 3 dernières années. Ce réseautage a été également l'occasion pour les incubés de première cohorte d'engager une conversation professionnelle avec la ministre, de présenter leurs projets et de partager un aperçu des produits, services et technologies qu'ils proposent avec des simulations en temps réel ou encore de valoriser l'apport du CLÉ dans toute la phase de création et de développement de leur entreprise. Ils sont, rappelons-le, Habon Ahmed Farah, Madame Habon, M. Ahmed et M. Farah, au total 8 jeunes djiboutiens ayant l'esprit créatif de pouvoir présenter leur start-up, autrement dit leur application digitale rentable et lucrative créée avec le concours du CLÉ. Chaque incubé qui, juste après la période d'incubation, bénéficieront d'un service d'accélération pour leur permettre d'être plus performants et d'avoir des projets et des startups rentables dans notre République. Et ce n'est de secret pour personne que les idées, ça se vole, ça se pique. Qu'est-ce que vous allez faire pour aller mieux protéger ces idées d'innovation? Vous savez, dans un premier temps, quand on décide d'incuber un projet, il y a un contrat. Donc, il y a un contrat avec des clauses solides qui leur permettent de protéger leur projet. De deux, le rôle du CLÉ n'est pas uniquement juste d'accompagner les incubés et les porteurs de projets, c'est également de créer tout un écosystème pour protéger ces incubés et ces idées. Et donc nous travaillons avec des institutions telles que l'ODEPIC, toute institution qui favoriserait l'essor et la protection de chaque projet. En bref et en image, c'est bien ce communiqué qui dit qu'une autorité de régulation multisectorielle de Djibouti, par son article 4, elle est chargée de la régulation des activités exercées sur le territoire national dans le secteur des télécommunications, les technologies d'information et de communication, autrement dit l'éthique, les énergies renouvelables et non renouvelables, les gaz et tout autre secteur dont elle aura la charge. L'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti est prête à assurer pleinement les missions qui lui sont confiées, la planification et la gestion du spectre des fréquences. Pour cette raison, le directeur général de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti informe les partenaires concernés, c'est-à-dire la population, les services publics, autonomes et privés, ainsi que les différents corps militaires étrangers, consulats, ambassades, les organisations internationales et nationales, de bien vouloir vous approcher de l'autorité de régulation ci-dessus mentionnée. Les bureaux sont situés dans le bâtiment F1 de la résidence Franklin, situé face du centre de dialyse de l'hôpital général à Pelletier. Un atelier pour réviser le plan d'action national pour la gestion des déchets marins en République de Djibouti a eu lieu ce matin. L'atelier est présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Din Abdallah Omar. L'objectif de cet atelier est de discuter du plan de gestion des déchets marins, de recueillir les commentaires des participants et de finaliser le plan en y incluant le commentaire des parties prenantes. Conscient de cette dégradation avancée, le ministère de l'Environnement a mis en place un arsenal juridique favorisant la protection de notre biodiversité. Pour sa part, l'expert du PERSGA, Dr Zahir, a indiqué que ce plan de gestion permettra de préserver l'environnement marin contre toute forme de déchets provenant du milieu terrestre. Il est indispensable de protéger les ressources marines vivantes. A national workshop. Eh bien, comme je vous le disais, l'objectif de cet atelier est de discuter du plan de gestion des déchets marins, car il est indispensable de protéger les ressources marines vivantes. L'assise qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la revue du plan de gestion des déchets marins à Djibouti. L'objectif de cet atelier, c'est de discuter du plan de gestion des déchets marins, de recueillir les commentaires des participants et de finaliser le plan en y incluant les commentaires des parties prenantes. Le plan de gestion permettra de préserver l'environnement marin contre toute forme de déchets provenant du milieu marin. Il est indispensable de protéger les ressources vivantes, surtout
les zones sensibles sur le plan environnemental, telles que les écosystèmes marins, les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers marins. Les déchets marins sont définis comme toute matière solide, persistante, qui est fabriquée ou transformée et directement ou indirectement, intentionnellement ou non, laissée ou abandonnée dans le milieu marin. Il s'agit d'un problème complexe avec des conséquences importantes pour les environnements marins et côtiers et les activités humaines qui s'y déroulent. Ces déchets proviennent de nombreuses sources et génèrent un large éventail d'impacts environnementaux, économiques, sanitaires et socioculturels, ainsi que la sécurité en mer. Leur devenir est mal compris et mal maîtrisé. La question des déchets marins a été prise en considération il y a seulement une dizaine d'années et c'est un problème émergent. L'absence de plan mondial ou régional et national, le manque de réglementation et de normes sont les principales raisons qui rendent le problème des déchets si important et persistant. Sur nos plages, les objets les plus fréquemment rencontrés sont des emballages plastiques, sacs et bouteilles, des bouchons, des mégots de cigarettes, ainsi que des pailles alimentaires et des cotons-tiges. Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti possède 372 km de côtes où se trouvent d'importants écosystèmes naturels comme les mangroves, les baies, les récifs coralliens, les zones humides, les sites ornithologiques et les systèmes d'eau douce. En termes de biodiversité, la République de Djibouti fait partie d'une des régions les plus remarquables, mais également les plus fragiles en Afrique. Cette biodiversité marine est sujette à plusieurs facteurs de dégradation et fait face à plusieurs menaces telles que les déchets, surexploitation de la pêche, ensemblement, disparition des mangroves, disparition des espèces et développement de l'urbanisation rapide. Direction le Nord, où la salle de conférence du Conseil régional d'Obok a abrité une importante réunion de préparation d'un concert de solidarité initié par l'association Tiki Bleita en faveur de deux grands artistes. En effet, cet événement, prévu pour le vendredi 27 janvier au complexe sportif d'Obok, est dédié à Ahmed Mohamed Aman, alias Amonda, et Ibrahim Mohamed Chehemdi et Ibrahim Somali, qui ont des problèmes de santé. La réunion présidée par le président du conseil régional, M. Mohamed Ismail, et le préfet adjoint, M. Mohamed Awad, a vu la participation des représentants de la société civile. Dans un mot introductif, le président de l'association Tiki Bleita, Abdelkader Mohamed, artiste lui-même, a remercié l'auditoire pour sa présence et en son entier engagement à leur côté pour la réussite de ce concert de solidarité qui sera animé par des jeunes talents locaux mais aussi des grands chanteurs nationaux. Dans son intervention, le préfet adjoint n'a pas manqué de saluer cette noble initiative qui est la solidarité et a demandé aux participants de transmettre un maximum le message à la population et à se mobiliser comme un seul homme pour être solidaire avec Amonda et Ibrahim Somali. Quant au président du conseil régional, il s'est réjoui de l'initiative, mais également de la solidarité des Obokois et Obokoises envers leurs icônes dans le monde de la chanson. M. Mohamed a rappelé que tout le monde est engagé pour donner un franc succès à ce concert de solidarité. Il a exhorté tous les Djiboutiens en général, les Obokois et Obokoises en particulier, à soutenir nos stars qui nous ont beaucoup fait vibrer, a-t-il rappelé. Le peuple djiboutien, la communauté obokoise. Le conseil régional de Dikil a procédé dans son siège la première édition d'opération de parrainage d'achat des manuels scolaires et paiement des frais d'accès à 50 élèves sélectionnés des classes de 6e année du collège de Dikil, issus des familles démunies ou orphelins. C'est dans la matinée que s'est déroulée en grande pompe la cérémonie présidée par le président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein Ahmed, au hall du conseil régional en présence de l'inspecteur et chef de service de l'éducation de Dikil, en l'occurrence M. Farah Doual El-Ladier, et du principal du collège, Hamed Mohamed Hamed, des élus locaux et de la région. Ainsi que les parents d'élèves bénéficiaires. Cette initiative d'aide à la scolarité aux étudiants des familles démunies a été fort appréciée et saluée par les participants qui ont également pas manqué de saluer la volonté et le courage du président du conseil régional de Dikil. Désormais, le conseil régional de Dikil est parrain de 50 élèves de la 6e année pour les poursuivre jusqu'en classe de terminale. Des enfants dont les familles sont démunies. Le président du conseil régional, en l'occurrence M. Mahad Hussein Ahmed, a parrainé aujourd'hui, mardi 24 janvier, 50 élèves des 6e année. 50 élèves des 6e année du CM de Dikil. Ce parrainage comprend les manuels scolaires ainsi que l'accès des élèves.
Donc ces 50 élèves-là sont ici d'une famille démunie. Donc nous remercions énormément le président du conseil régional pour l'acte qu'il a fait pour les orphelins. Vraiment, nous saluons la volonté et le courage du président du conseil régional. Le conseil régional est aujourd'hui le parrain de 50 élèves pour les suivre jusqu'à la classe de terminale. Alors nous saluons cette initiative et c'est une première. Et j'ai dit bravo, monsieur le président du conseil régional. Et les remerciements reviennent aux parents d'élèves. Personnellement, j'apprécie cette initiative et j'encourage aussi les autres départements à faire de même. Merci. On reste toujours dans le sud, où les éléments de l'armée Riyad de Dikil, sous le commandement du colonel de l'armée Riyad et du chef de la brigade de la douane de Dikil, ont intercepté 7 colis de cad de 50 kg chacun, soit 35 colis de cad provenant de l'Éthiopie à travers la localité de Bandora, transportés par des coureurs à dos d'hommes, rappelant que ces opérations s'est effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de la douane de Dikil, M. Omar Moussa, et du colonel de l'armée Riyad de Dikil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et militaires de Dikil pour leur collaboration avec la réussite de cette opération de lutte contre la contrebande, en particulier le chef du corps de l'armée Riyad de Dikil. Et dans l'actualité internationale, le Parlement arabe a affirmé son soutien à la démarche palestinienne visant à obtenir un statut de membre à part entière de l'ONU, appelant les pays n'ayant pas encore reconnu l'État de la Palestine à le faire. Le Parlement arabe a affirmé son soutien à la démarche palestinienne visant à obtenir un statut de membre à part entière à l'ONU, appelant les pays n'ayant pas encore reconnu l'État de Palestine à le faire. Dans un communiqué publié à l'issue des travaux de la 3e session plénière de la législature du Parlement arabe, présidée par son président Adel Al-Assoumi au Caire, l'institution a affirmé son soutien à la démarche juridique et diplomatique palestinienne visant à devenir membre en part entière de l'ONU et à obtenir la reconnaissance de l'État palestinien. Dans le même contexte, le Parlement arabe a appelé les pays qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine à le faire en tant qu'incarnation de la volonté internationale pour le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, conformément aux nombreuses résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU et le Conseil de sécurité à cet égard, et développer les capacités nécessaires pour aider la Palestine à adhérer aux traités, pactes et protocoles internationaux. Et je vous le dis dans le titre, le cyclone Tchenezo continue de frapper l'île de Madagascar avec plus de 14 000 personnes touchées à ce jour. Le cyclone Tchenezo continue de frapper l'île avec plus de 14 000 personnes touchées à ce jour. Le bilan de la tempête continue de s'aggraver à Madagascar. Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, on déplore 7 victimes et 13 personnes portées disparues, 35 000 sinistrés et plus de 14 000 personnes déplacées. Plus de 1400 hectares de rizières sont inondés dans les régions d'Analamanga, Analajirofo, Bornéo et Sofia. Le réseau routier est fortement perturbé avec un nombre considérable de routes coupées et de ponts endommagés. Mardi, Tchenezo, avec des vents moyens de 80 km/h et ses rafales de 110 km/h, étaient à 180 km à l'ouest-nord-ouest de Marondova. Météo Madagascar signale de son côté que la tempête était restée quasi stationnaire durant les 6 dernières heures. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.